Bonjour, c'est donc temps maintenant de passer à la partie cours concernant cette dernière partie sur la France. Alors, la France métropolitaine, vous le savez depuis un moment déjà, hein, vous l'avez déjà vu au collège, est située dans une zone tempérée. Et non contente d'être située en zone tempérée, la France présente tous les milieux tempérés possibles. Vous avez un climat océanique, à l'ouest notamment, autour de la Bretagne. Vous avez des climats montagnards, vous avez un climat méditerranéen, des climats océaniques, Bretagne et les côtes, semi-continentales, etc., etc. Il y a également le cas des départements d'outre-mer qui ont des climats plutôt tropicaux, à l'exception de Saint-Pierre-et-Miquelon qui a un climat plutôt froid et de la Guyane qui a un climat tropical. En plus d'une grande diversité de climats, la France a également une grande diversité de reliefs, puisqu'on y trouve plaines, montagnes, rivières, vallées, plateaux et sommets, etc., etc. La diversité des milieux français est une opportunité pour le territoire, car elle en multiplie les potentialités. La France, c'est la première agriculture européenne. Plus de 50% du territoire est occupé par les activités agricoles. C'est également la deuxième zone économique mondiale, la première destination touristique. Je vous disais la deuxième zone économique exclusive, c'est-à-dire le pays qui possède le plus de territoires marins au monde, hein, le deuxième. Troisième pays pour la pêche en Europe. En plus de ça, il y a également tout ce qui est voies de communication fluviale, potentiel au niveau des énergies renouvelables, notamment l'hydroélectricité et l'éolien, et la position de la France à l'extrême ouest de l'Europe en fait un carrefour des échanges. Afin de maximiser les potentialités de ce territoire, eh bien, les habitants le mettent en valeur, c'est-à-dire que ce territoire est un territoire anthropisé, et ce, depuis très longtemps. On a donc ici des activités agricoles, des activités portuaires dans les littoraux, activités de montagne éventuellement de sports d'hiver, et les activités en lien avec les grandes villes. Je vais vous demander maintenant de regarder ici ces quatre images et pour chacune de ces images de vous demander quelles sont les traces d'anthropisation visibles sur ces différentes images. Je vous laisse un petit moment pour y réfléchir.
Premièrement, nous avons les champs qui résultent d'une activité humaine afin de maximiser la production agricole. Le paysage ici que l'on voit n'est pas un paysage naturel, c'est un paysage anthropisé. Pour ce qui est de la zone portuaire du Havre, on voit que cette zone a été créée pour développer les échanges entre la France et ses partenaires commerciaux. Pour le milieu de la montagne, ce milieu qui était autrefois considéré comme hostile a été modifié, aménagé, anthropisé, afin d'accueillir des touristes dans des conditions satisfaisantes. Pour ce qui est du quartier de la Défense, je vous rappelle que l'urbanisation et la construction d'infrastructures, comme les routes par exemple, sont parmi les marques d'anthropisation les plus visibles. Maintenant, ici, réfléchissez en termes de conséquences et de risques. Quelles sont les conséquences de l'anthropisation sur ces paysages? Je vous laisse encore un petit moment pour réfléchir à cette question. Pour les champs, on peut évoquer l'emploi de produits phytosanitaires afin d'augmenter les rendements, ce qui peut éventuellement créer une pollution. Pour le cas de la zone portuaire du Havre, les berges sont artificialisées, elles ne sont pas naturelles, elles ont été aménagées pour satisfaire les, euh, les nécessités des bateaux qui s'y arrêtent. Il y a donc un risque lié aux berges, mais également au stockage de matières dangereuses, comme vous voyez derrière, hein, le port à conteneurs qui contient toutes ces boîtes. Il peut également y avoir des naufrages, des accidents. On pouvait penser par exemple à une marée noire, par exemple. Pour les montagnes, eh bien, les avalanches, premièrement, hein, qui n'ont pas disparu, mais également la pollution, puisque l'environnement dans lequel est installée la station que vous voyez derrière vous, celle de la Plagne, est un environnement aux ressources limitées. Donc tout ce qui est consommé dans cette station provient des vallées environnantes. Et donc, on peut poser la question de la consommation énergétique de ce type d'installation dans un environnement aux ressources somme toute très limitées. Enfin, pour la défense, l'imperméabilisation du sol ne permet pas à l'eau de s'infiltrer et on peut également évoquer tous les impacts de la métropolisation, les industries, mais les embouteillages, le bruit, etc., etc. Alors, il n'y a pas que les milieux qui sont variés en France, il y a également les risques. Le territoire français, je disais donc, présente une très très grande diversité et il est soumis à l'ensemble des aléas qui existent sur la planète à plus ou moins grande intensité. Les tempêtes, bien sûr, celle de Xintia en 2010,
ou celle de Lothar en 1999 qui avait provoqué des ravages. Le séisme de Trail en 2019 que vous avez vu dans les différents documents à votre disposition. Mais quand je vous dis que c'est tous les risques qui touchent le territoire, c'est-à-dire également les risques volcaniques, si on prend le cas de la Réunion, le cyclone avec la Martinique, ou encore les glissements de terrain avec la Guyane. Donc tous les risques potentiels qui existent sur Terre sont présents sur le territoire français, mais là encore à plus ou moins grande intensité. En métropole, les aléas les plus fréquents sont les tempêtes, les inondations, éventuellement les sécheresses. Dans le cas des îles tropicales comme la Réunion, les archipels de Polynésie ou les Antilles, ce sont les cyclones qui sont les plus fréquents, ainsi que pour la Martinique et la Réunion, le risque volcanique. Les premières rafales s'abattent sur la Martinique et déjà un vacarme assourdissant. L'ouragan Maria, désormais de catégorie 3, n'est plus très loin. La mer gonflée formera dans les prochaines heures des creux pouvant aller jusqu'à 8 mètres de haut. L'ouragan Maria et ses vents à 195 km/h va traverser les Antilles dans les prochaines heures. Aux Saintes, l'œil de l'ouragan est annoncé pour cette nuit. Mais déjà, les habitants se préparent à des heures difficiles. Depuis cette nuit, j'ai pas dormi, j'ai pas fermé l'œil. Eh bien, à cause de ce cyclone, parce que j'ai vécu Hugo, Marilyn et tout ça, alors ça nous stresse, on a peur. Cette supérette a été presque dévalisée par les habitants. Beaucoup font des provisions, d'autres consolident les fenêtres et les toits. La maison, je l'ai construite parasismique et avec une dalle qui est portée juste en haut. Et les volets sont bien fermés, je n'ai pas... Vous n'avez pas peur? Non. Les autorités ont prévu des abris pour la population, notamment ceux qui habitent en bord de mer. Il y a des houles entre 8 et 10 mètres. On ne sait pas la conséquence que ça va donner. Donc les abris, c'est à l'école primaire à partir de midi pour tout le monde. En Martinique, à Fort-de-France, les habitants sont invités à rester chez eux. L'île a été placée en alerte violette, le niveau maximum. On a eu des rafales de vent qui ont été mesurées à 120 km/h sur la pointe de la Caravelle. Et donc on s'attend à ce qu'on ait des conditions difficiles, qui nous touchent dans les heures qui viennent et jusqu'en début de soirée. En bord de mer, l'urgence est de mettre les bateaux à l'abri. La tempête va durer toute la nuit. La densité de la population française a également un lien avec la présence des risques, puisque l'urbanisation et les activités humaines augmentent ces risques. Vous voyez sur la carte de gauche qu'un quart de la population métropolitaine vit à proximité des fleuves et des littoraux, si ce n'est plus, et on considère que un quart, 25% de la population française de métropole vit dans une zone inondable potentiellement. L'Île-de-France et les dangers liés à l'éventuelle crue de la Seine, à une répétition de la grande crue du début du XXe siècle, sont toujours à craindre. Le développement de la vallée de Chamonix, par exemple, a augmenté la vulnérabilité aux avalanches, et la construction de nouvelles habitations dans le sud de la France ou en Corse augmente aussi la vulnérabilité aux incendies, par exemple, si on construit près de forêts. Vous voyez ici différents risques. Ici, ce sont des risques diffus de pollution qui laissent... La France n'agit pas seule pour contrer ces risques, qu'il est donc nécessaire, c'est la troisième partie, de prévenir. Si la prévention est très développée et que de très nombreux acteurs travaillent ensemble sur ces questions, il faut savoir qu'il s'agit d'un travail commun en lien avec nos voisins européens notamment. Les aléas climatiques sont surveillés par Météo France, il y a des stations d'analyse qui surveillent les activités sismiques, et les moyens satellites sont même utilisés pour la surveillance des forêts, comme par exemple dans les Landes. L'État délimite ainsi des espaces à risque en mettant en place des plans de prévention des risques. Vous pouvez voir, je mettrai quelques liens sur Pearl Trees, des exemples de ce type de documents. Ces plans de prévention réglementent l'utilisation des sols en fonction des risques auxquels ils sont soumis, par exemple dans le cas des zones inondables. Une fois que ces plans ont été effectués, les communes sont dans l'obligation d'en informer les habitants. La France, je le disais, n'agit pas seule, elle agit en collaboration avec d'autres États.
Pour faire des plans de prévention des risques, il faut d'abord procéder à une analyse historique des phénomènes afin de pouvoir remonter et avoir accès à l'historicité de ces phénomènes. Si une zone est sujette à des inondations tous les ans, elle fera l'objet d'une attention particulière. Une fois qu'on a analysé les phénomènes en question, il s'agit d'élaborer une carte des aléas, de faire une étude d'impact sur les personnes et les biens en cas de survenue du risque, puis zonage et mise en place de règles. Le tout est regroupé dans le plan de prévention des risques. Il existe dans l'Union européenne depuis 2001 un mécanisme de protection civile qui permet aux différents pays de collaborer, de s'entraider afin d'apporter des réponses plus efficaces aux différents risques. Et depuis le mois d'août 2019, la première intervention du nouveau système européen RESC-EU a été faite en Grèce. Il s'agit d'un nouveau moyen qui permet de mieux coordonner les secours en cas de catastrophe, qui offre un mécanisme de protection supplémentaire à celui qui existait déjà. En fait, il s'agit d'une réserve de ressources, un petit peu comme une réserve de secours, qui peuvent être débloquées sur la demande d'un pays membre dans des situations exceptionnelles, comme ici l'exemple des incendies en Grèce. En 2017, selon les informations de RESC-EU, en 2017, 200 personnes ont perdu la vie lors de catastrophes naturelles en Europe, et les coûts économiques sont colossaux, puisque ce même organisme estime que par exemple pour l'année 2016, c'était pour 10 milliards d'euros qui avaient été estimés comme dégâts dus à des catastrophes naturelles sur le continent européen. La France fait également face, comme les autres pays du monde, au changement climatique global. Afin de lutter contre ce fléau, elle s'implique au niveau mondial par sa participation, nous l'avions vu, aux conférences internationales sur le sujet, notamment via les COP, mais aussi avec des partenariats. Par exemple ici, la surveillance renforcée de cyclones, en partenariat avec d'autres pays dans les Caraïbes, ou dans l'océan Indien, où le centre d'observation des cyclones pour l'océan Indien est basé à La Réunion. Et vous avez ici une photo des employés de ce centre Météo France, de la direction interrégionale pour l'océan Indien. Il en existe 5 spécialisés dans le monde, et vous voyez que c'est la France qui prend en charge la zone 6 autour de La Réunion. Afin de limiter la vulnérabilité des biens et des personnes, il y a également des normes de construction qui sont mises en place. En 2010, la tempête Xynthia, qui a frappé la commune de La Faute-sur-Mer, a été particulièrement meurtrière. Vous voyez ici, sur la carte qui s'affiche à droite de l'écran, que les zones construites recoupent pour beaucoup des zones considérées comme inondables sur lesquelles il n'aurait pas fallu construire théoriquement. De nouvelles normes de construction ont été appliquées suite à cette catastrophe afin que les bâtiments reconstruits soient plus résistants et afin que la résilience générale de la société soit augmentée. Néanmoins, il ne suffit pas de faire passer de nouvelles lois pour qu'elles soient une réalité. Selon une enquête menée par le journal Le Monde, 8 ans après la tempête Xynthia, donc en 2018, seuls 10% des propriétaires s'étaient mis à jour, c'est-à-dire avaient appliqué les nouvelles normes de sécurité. Néanmoins, on peut aussi se poser la question de la capacité des gens à mettre en place ces normes, puisque là, par exemple, il s'agissait pour les habitants de La Faute-sur-Mer de faire construire dans leur maison une pièce d'urgence, c'est-à-dire une pièce renforcée dans laquelle ils pourraient se réfugier en cas de problème. Et il semble que la raison du non-respect de cette norme ait été avant tout le coût extrêmement élevé de la construction de cette pièce. Il est donc temps de terminer cette partie. Finalement, si la France possède une très grande diversité de milieux et que ces milieux sont un cadre dans lequel se déploie l'activité humaine, offrant ainsi un certain nombre de potentialités, il est important de garder en tête que ces milieux sont aussi
des milieux porteurs en eux-mêmes de risques et qu'il est nécessaire de les gérer durablement afin de les préserver eux, mais également de préserver les sociétés qui y vivent. La cohabitation entre différents acteurs a intérêts très divergents, entreprises, particuliers, mais également biodiversité, pose la question des conflits d'usage pour l'exploitation des ressources et s'intéresser aux conflits environnementaux, c'est avant tout mettre en lumière la concurrence entre les différentes priorités qui se dessinent. Est-ce que le développement économique est totalement incompatible avec la préservation de l'environnement? C'est justement là que le développement durable intervient afin d'insister sur le fait qu'une gestion durable permet d'atteindre tous ces objectifs. Finalement, et encore je le répète, il s'agit avant tout que tous les acteurs, dans leur ensemble, discutent entre eux, se concertent, tiennent compte des différentes opinions, afin d'arriver à une décision globale qui fasse consensus. Il est extrêmement important que les lois et les normes qui visent à préserver l'environnement, qui visent à préserver la biodiversité, soient acceptées par la population plus qu'elles ne le soient imposées. En vous souhaitant une excellente fin de journée ou de nuit, après tout, vous regardez cette vidéo quand ça vous chante. Au revoir.